Donc bonjour à tous. Merci, on en parlait juste avant. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour ces webinaires trimestriels. On est ravis qu'ils vous intéressent. Celui du jour portera sur les comptes, l'arrêté 2025 des comptes des CSE. Donc on est encore bien dans les temps puisque les délais sont plus longs pour les sociétés. Vous savez que les CSE ont jusqu'au... Alors là, je ne sais plus si on est en live. J'ai plus rien. Si. OK. Donc les CSE, pardon, de ces petits problèmes techniques. Les CSE ont donc jusqu'au 30 juin 2026 pour présenter leurs comptes en réunion de CSE, mais évidemment, on va vous rappeler tous les grands principes de l'arrêté des comptes des CSE, leurs spécificités. On va vous parler, Pierre et Xavier vont vous parler du règlement ANC 2206 qui donc impacte tous les comptes des CSE à partir pour ceux qui sont tous les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 et donc applicable évidemment pour cette clôture. Ils vont vous rappeler aussi les actualités du moment. Donc, qu'est-ce qui change pour cette clôture 2025 Je vais pas spoiler tout ce qu'ils ont préparé. Et donc, je vais les laisser démarrer. Donc, comme d'habitude, ils vont vous présenter le support en 45 minutes et puis on laissera 15 minutes à la fin pour toutes les questions que vous pouvez diffuser que vous pouvez écrire dans le chat. Donc, je ne vous présente plus d'ailleurs Xavier Huot-Dupuis qui va donc animer ce webinaire avec Pierre Lescarbotte, à qui nous souhaitons la bienvenue puisqu'il est avec nous dans le comité depuis assez peu de temps, donc on est ravis. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Super, allons-y. Xavier, je ne sais pas si tu partages aussi, je vais le faire, parce que je crois que tout le monde a dû se reconnecter avec un petit problème technique. Super. Alors allons-y. Alors déjà un petit point d'actualité, un petit point de contexte sur notre secteur d'activité, sur les CSE. Quasiment 80% des salariés, en tout cas dans le secteur national, sont représentés par une instance représentative du personnel. La plupart du temps, bien sûr, un CSE, mais bon, pour les entreprises de moins de 50 salariés, parfois des représentants plutôt de proximité. Alors, un calcul qui est un peu une fourchette qui est assez large, un calcul un peu personnel, sur le nombre de CSE qui doivent être accompagnés par un expert comptable, c'est-à-dire qu'ils perçoivent plus de 253 000 € de ressources en termes de subventions, que ce soit la subvention légale donc de fonctionnement de 0,2% ou la contribution aux ASC, entre 3,5 et 6 000 CSE qui dépasseraient donc ce seuil. Encore une fois, une mesure qui est effectuée en fonction du tissu économique français, d'une étude qui a été réalisée par le Sénat en 2013, qui faisait ressortir que le taux moyen de contribution aux ASC était de 0,8%. Cependant, la plupart des entreprises donc françaises, compte tenu du tissu économique que vous connaissez très bien, qui est surtout TPE, PME, uniquement, entre guillemets, 39% des entreprises ont une instance comme le CSE, encore une fois, depuis les ordonnances Macron, qui ont une instance élue, bien que la plupart des salariés soient représentés, comme je l'ai mentionné un peu avant. Et enfin, les CSE gèrent un budget quand même non négligeable. Alors, je ne vous ai pas parlé du budget de fonctionnement, mais en tout cas, en termes d'ASC, celui-ci est estimé à 5 milliards d'euros, ce qui peut représenter, pour vous donner un ordre d'idée, plus ou moins 5% des dépenses récréatives des Français. Trois types de CSE au sens, entre guillemets, pour le normalisateur comptable. C'est ce que je viens de vous évoquer à l'instant. Les petits CSE ont
moins de 153 000 euros de ressources. Alors, pour simplifier, en termes de subventions, les deux subventions que je vous ai évoquées, bien sûr, net de reversement dans le cas où bien sûr, le CSE serait un CSE d'établissement et serait représenté par un CSE central, un CACI, un CSE interentreprise ou quoi que ce soit. Ces CSE ont, contrairement à ce que certains pourraient penser, des obligations comptables, mais par contre des obligations comptables, entre guillemets, ultra simplifiées. C'est-à-dire que c'est un peu la tenue comptable de la mère de famille, si j'ose dire quasiment. C'est-à-dire une tenue d'un livre de dépenses-recettes et une comptabilité de trésorerie. Ce qui nous intéresse bien sûr le plus, c'est les CSE de taille moyenne qui dépassent donc ce fameux seuil des 153 000 euros de ressources et ne dépassant pas des trois seuils qui vous sont indiqués ici, donc les 3 millions de ressources, 1,55 million de total bilan, 50 salariés dans l'effectif du CSE. Alors, la plupart des CSE ne l'entendent pas, c'est important d'insister là-dessus. On parle bien sûr de l'effectif dans le CSE, mais pas dans l'entreprise. Ces CSE doivent tenir une comptabilité simplifiée et doivent au minimum reconstituer l'engagement en fin d'exercice. Bon, le mieux étant bien sûr de le suivre au long de l'année, sinon ce n'est pas forcément un exercice d'une extrême simplicité. Mais en tout cas, l'obligation s'arrête là. Et bien sûr, ce qui nous intéresse forcément le plus, c'est que le recours à l'expert comptable pour la mission de présentation est obligatoire pour ces CSE. Au-delà de deux de ces trois seuils que je viens de vous mentionner, on passe dans la taille des grands CSE qui doivent notamment, alors il y a plusieurs obligations, notamment créer une commission des marchés pour gérer la gestion des fournisseurs, qui doivent recourir obligatoirement à un commissaire aux comptes. Il n'y a pas d'obligation, c'est important peut-être de le savoir, d'avoir recours à un expert comptable. Cependant, dans les faits, la plupart des CSE ont bien sûr recours, la plupart de ces CSE en tout cas, ont quasiment 100% du temps recours à un expert comptable. En tout cas, il y a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes cette fois-ci. Pour préciser, par rapport au volume que tu évoquais tout à l'heure, dans les moyens CSE, effectivement, on estime qu'on est autour de 6 000. Dans les grands CSE, pour donner une fourchette par rapport aux chiffres qu'on a de la compagnie des commissaires aux comptes, puisque du coup, il y a des déclarations, on est autour de 350. Donc, pour vous donner une idée de la répartition, dans les petits CSE, on doit être à 30 ou 35 000, dans les moyens 5 ou 6 000 et dans les gros 350, quoi. Ce que vous évoquez, Élodie, en préambule, pour l'arrêté des comptes des CSE, l'article R2315-37 du Code du travail prévoit un délai au maximum de 6 mois, c'est-à-dire donc au 30 juin pour la plupart de vos clôtures. Les documents doivent être transmis aux élus au minimum 3 jours avant la plénière, qui est une plénière d'ailleurs extraordinaire. Alors, c'est une plénière qui doit être consacrée à ce seul sujet, celui de l'approbation des comptes et de l'affectation des résultats. Attention, toutefois, puisque bien sûr le règlement intérieur peut prévoir des délais plus courts pour la présentation de ces comptes. Par exemple, rien n'empêche de prévoir dans le règlement intérieur que la présentation doit se faire sous 3 mois. Et de la même façon, l'augmentation de la transmission, enfin du délai de transmission des mêmes documents que je viens de vous présenter. Donc toujours se référer à ce fameux règlement intérieur. En tout cas, le délai légal est de 6 mois. Ouais. Pour compléter, effectivement, il ne faut pas oublier la réunion d'arrêté des comptes. Et les comptes, ils doivent être arrêtés par des membres qui sont désignés dans le règlement intérieur. Donc ça aussi, c'est important à vous référer toujours au règlement intérieur, qui remplace les statuts un peu, puisqu'il n'y a pas de statut dans un CSE. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier cette réunion d'arrêté des comptes quand il n'y a pas de commissaire aux comptes. Bon, c'est mieux d'essayer de la formaliser et de le faire. Et en général, c'est le plus souvent le bureau qui arrête les comptes. Alors, un petit point, entre guillemets, sur les différents rôles entre l'expert comptable et le bureau du CSE. Alors, c'est ce que vient de vous évoquer Xavier, ce qui est peut-être souvent négligé, mais en effet, il y a la nécessité de formaliser
cet arrêté des comptes qui est en général fait par le bureau et notamment le trésorier. Donc une petite répartition des rôles, mais bien entendu, c'est pas, comment dire, c'est un peu opaque. Et l'expert comptable peut bien sûr accompagner le CSE sur les plupart des items qui vous sont mentionnés. Par exemple, le CSE est en charge de la rédaction du rapport de gestion et du rapport sur les conventions passées. Donc, l'expert comptable, c'est tout à fait à même de fournir au CSE ne serait-ce qu'un canevas pour les conventions passées et l'accompagner pour les éléments chiffrés sur le rapport de gestion. Donc, l'expert comptable, bien sûr, prépare les comptes annuels, présente les chiffres. Alors, il y a un aspect pédagogique qui est non négligeable, puisqu'on est face à des élus de CSE. C'est-à-dire qu'on est face, si je caricature, on peut être face à un artiste peintre comme au directeur administratif et financier de l'entreprise. Donc, il y a forcément une nécessité de pédagogie qui est non négligeable, peut-être même un peu plus que quand on est face à un dirigeant d'entreprise. Et bien sûr, l'archivage et la transmission des documents. Le bureau du CSE vient de vous le mentionner, donc encore une fois, Xavier est en charge de l'arrêté des comptes selon les modalités prévues par son règlement intérieur, en charge de la rédaction du rapport de gestion, bien sûr, aux côtés de son expert comptable, et du rapport sur les conventions passées qui permet de prévenir, en tout cas, les potentiels conflits d'intérêts. Il informe les salariés, puisque les comptes sont transmis et sont mis à disposition de tous les salariés de l'entreprise, et prépare les budgets prévisionnels. Je ne saurais trop insister sur la nécessité de conseiller à vos mandants, c'est d'ailleurs une obligation, de réaliser ce fameux budget prévisionnel. Tout l'intérêt étant que le vote de ce fameux budget prévisionnel laisse, entre guillemets, la main aux élus pour engager toute dépense qui est votée au sein de ce budget prévisionnel, alors que sinon, il faudrait quasiment voter toute dépense. Xavier, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Non, si juste sur le rapport sur les conventions, il est effectivement à rédiger par le trésorier, sauf dans le cas où il y a un commissaire aux comptes, puisque dans ce cas-là, le commissaire aux comptes a la charge de faire ce rapport. On va maintenant attaquer un peu plus les spécificités, les points de vigilance du CSE avec la première spécificité essentielle dans l'application des comptes des CSE, c'est ce qu'on appelle la séparation des budgets. Donc, Pierre vous l'a évoqué, il y a deux ressources qui sont perçues par le CSE, qu'on appelle la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles. Alors, la subvention de fonctionnement, donc c'est le premier budget, qu'on appelle également le budget des attributions économiques et professionnelles. C'est le budget qui va servir pour les élus du CSE et du CSE pour financer les actions dans le cadre de leur rôle économique. Donc, il y a un certain nombre de dépenses qui sont définies. Et puis, il y a une deuxième ressource qui sert pour financer les activités sociales et culturelles, ce qu'on appelle la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles. Ces deux ressources sont perçues de manière séparée obligatoirement. Elles doivent être suivies comptablement de manière séparée, sachant que donc les dépenses doivent être affectées au sein de ces deux ressources par rapport à la destination et pas par rapport à l'objet de la dépense. Ce qui va définir leur affectation, c'est le pourquoi de la dépense et pas la nature. Je reprends un exemple classique. Si un CSE a des frais de personnel, alors soit des frais directs, soit des frais refacturés par l'employeur, il doit les affecter avec une répartition selon les travaux réalisés au sein du CSE. C'est particulièrement important de s'assurer, nous, professionnels, du respect de cette séparation des budgets. Il faut savoir que ne pas respecter les budgets, la séparation des budgets, ça peut relever de l'abus de confiance. Donc, il y a déjà eu des décisions de justice en ce sens. Donc, même si effectivement, vous pouvez avoir, et c'est courant, des prestataires qui vont dire « oui, mais on peut mettre ça sur les AEP, on peut mettre ça, voilà. » Faut toujours, et c'est parfois un peu difficile dans notre rôle, parce qu'il faut faire un peu de gendarme par rapport à tous ces prestataires, ou tous ces conseillers, parce que des fois, ce n'est pas forcément des prestataires, ça peut être des conseillers qui n'ont pas une bonne connaissance des CSE sur le respect des budgets.
C'est d'autant plus important parce que, on va en reparler après, on est depuis quelques années dans une tentative du gouvernement ou des gouvernements successifs de taxer les activités sociales et culturelles. Il y a encore eu une tentative lors de la dernière loi de finances, sur la sécurité sociale, une taxation de 8%. C'est d'autant plus important, du coup, de bien montrer que les CSE, ils respectent les règles, ils respectent leurs obligations pour éviter de prêter le flanc à des attaques. Donc, il faut bien vérifier les textes, la destination, et puis bien réfléchir à la finalité de la dépense. Je vous le disais, il peut y avoir des dépenses mixtes comme les salaires. Et dans ce cas-là, le CSE, et avec l'aide de l'expert comptable, doit définir une ou plusieurs clés de répartition qui va permettre d'affecter ces dépenses. Dans les dépenses mixtes qu'on trouve régulièrement, on vous les cite, c'est le personnel, j'en ai déjà parlé, c'est les logiciels de gestion du CSE, mais on peut avoir aussi des charges qui sont rattachées à ces dépenses, de la formation sur le logiciel, et puis après, on a des prestataires qui vont vendre des prestations en disant il y a une partie affectable sur les AEP, une partie affectable sur les ASC. Alors, c'est de leur responsabilité de définir et d'expliquer ce qui est imputable sur l'un ou l'autre. Même il y en a même qui font des factures différenciées. Néanmoins, on a quand même un devoir ou un regard à avoir sur la pertinence de ces répartitions pour conseiller nos clients qui sont les CSE. Et ces clés de répartition, on le reverra tout à l'heure, on recommande qu'elles soient votées dans le bureau, matérialisées dans les budgets prévisionnels, et elles doivent être mentionnées dans l'annexe. Je me permets de rebondir, mais en effet, la plupart il y a beaucoup de prestataires qui redoublent d'ingéniosité. Je vois beaucoup de choses en ce moment. Alors, je me souviens d'un salon pour les CSE où je voyais en face de moi un stand qui s'appelait Budget de fonctionnement avec des logos Spotify, Netflix. Je pense aussi à un prestataire qui est un peu à la mode en ce moment, qui s'appelle, pour ne pas le nommer, Tipeee, qui vend un petit calendrier, entre guillemets, avec la présentation du CSE, mais avec en même temps une carte cadeau de 50 € pour acheter des affiches, des photographies. Donc, il faut être tout à fait vigilant sur cet aspect. Encore une fois, Xavier vous l'a mentionné, ça relève du pénal. Il y a quand même des décisions de justice et la loi sur la transparence financière qui a imposé l'expert comptable auprès des CSE, à mon sens, à notre sens, je pense même, nous impose en tout cas de veiller à la chose. Et je vais même rajouter autre chose, Pierre. Il ne faut pas oublier que nos obligations en termes de lab se sont largement renforcées ces dernières années et qu'on a des obligations normalement, on a des obligations, quel que soit le montant, de faire des déclarations de TRACFIN quand il y a des soupçons de fraude. Les experts doivent se poser la question de savoir, effectivement, quand ils se retrouvent dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas à nous de leur dire, mais voilà, il faut vraiment, aujourd'hui, faire attention à ces choses-là. Je vous le disais, deuxième point important dans les spécificités du CSE, on vient de voir qu'il y a une séparation stricte des budgets, ce qui va nous donner deux résultats, et ces résultats ensuite ils vont être affectés dans les réserves de manière également très stricte, sauf pour une part de 10% d'excédent de chaque résultat annuel qu'il est possible de transférer d'un budget vers l'autre. Donc ça veut dire que pour avoir cette possibilité, il faut faire un excédent, et il faut mettre au vote, au moment de l'approbation, le transfert de 10% de l'excédent. J'insiste bien sur de l'excédent, parce que des fois, on a des CSE qui votent 10% du budget, voire 10% des réserves. Donc, c'est uniquement l'excédent. Donc, c'est somme toute très limité. Voilà. Et ça peut être fait dans les deux sens, même si effectivement, on a plutôt l'habitude que ce soit fait du budget des AEP, donc le transfert de 10% de l'excédent des AEP vers les ASC. Il n'est pas exceptionnel, ça arrive de temps en temps de voir des CSE qui font l'inverse, qui transfèrent vers les ASC 10% de leur excédent. Et il y a également la possibilité, et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit vérifier, de transférer au moment de l'approbation jusqu'à 10% vers des associations reconnues d'utilité publique. C'est la seule possibilité qu'ont les CSE de faire des dons.
Le CSE, c'est pareil, il faut le rappeler à nos élus, le CSE n'a pas pour objet de faire des dons ou faire du social à l'extérieur. Le social, il est réservé au périmètre de l'entreprise, salariés, anciens salariés et leurs familles. Donc, les dons vers l'extérieur, même si c'est d'un point de vue éthique tout à fait acceptable, ça n'est pas possible d'un point de vue légal. Le CSE ne peut pas faire un don de 10 000, de 15 000, de 20 000 euros pour l'Ukraine, pour autre chose, sauf s'il a fait un excédent et qu'il a voté le 10%, et que c'est que à des associations de reconnues d'utilité publique, et ça doit être aussi dans le maillage ou dans le périmètre du CSE. C'est-à-dire qu'on peut faire des dons sur des associations qui ont une action locale ou autre, mais pas normalement à l'autre bout du monde et que c'est aucun lien avec le CSE. Le CSE, c'est pas le rôle du CSE, c'est pas son objet. Après, si les élus veulent faire des dons ou proposer des dons aux salariés, ils peuvent faire une collecte auprès des salariés et reverser l'argent, mais c'est pas l'argent du CSE. Il faut bien distinguer ça, il faut faire attention. Et petit point sur les transferts, quand un CSE transfère 10% de son excédent des AEP vers les ASC, ça veut dire qu'il accepte de s'appauvrir au niveau des AEP, et dans ce cas-là, il ne pourra plus bénéficier d'une prise en charge par l'employeur des expertises qui sont normalement cofinancées. Il y a certaines expertises qui sont financées à 20% par le CSE, sauf quand le CSE n'a pas assez de budget. Dans ce cas-là, c'est l'employeur qui les finance à 100%. Mais la loi a dit, attention, si vous avez voulu transférer les 10%, vous ne pourrez plus bénéficier de cette prise en charge pour insuffisance de ressources, parce qu'à un moment donné, voilà, si vous considérez que vous avez assez pour transférer vers les AEP, c'est que vous aviez assez pour financer une expertise. Autre point dans les spécificités du CSE, les contributions volontaires en nature. On a beaucoup de contributions en nature dans les CSE, que ce soit les locaux, on a du personnel mis à disposition, on peut avoir du matériel, voilà, je ne vais pas tout citer. Elles sont souvent non valorisées par l'employeur, elles sont même des fois pas formalisées dans un accord ou dans un document. Il est important de les formaliser dans les comptes ou de les faire apparaître dans les comptes pour que vous en ayez la traçabilité et que le CSE en ait la traçabilité. Donc, la règle aujourd'hui dans le secteur non marchand, c'est de comptabiliser, de valoriser et de comptabiliser ces contributions, sauf si ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, on peut les mentionner que dans l'annexe. La règle applicable pour les CSE est inverse parce qu'on est resté sur l'ancienne règle qui est de dire on a l'obligation de les mentionner dans les comptes. Et si on veut, on peut les valoriser et comptabiliser. Attention, là, je parle de toutes les contributions de l'employeur. Pourquoi on est resté sur cette règle ancienne? Parce que dans les contributions de l'employeur, on n'est pas forcément dans les contributions volontaires, dans le sens où souvent, l'employeur, il ne peut pas se désengager de ses contributions. On a une certaine obligation par rapport à l'usage ou par rapport, des fois, à l'accord. Donc, ces contributions, il faut bien les mettre dans les comptes, au minimum dans l'annexe, et si le CSE le souhaite et si c'est possible, les valoriser et les comptabiliser. Je rebondis sur ce que dit Xavier, mais en effet, il y a déjà, c'est une obligation de toute façon de valoriser ces choses, de les mentionner, que ce soit en annexe ou de les comptabiliser éventuellement en classe suite. Mais surtout, ça a un énorme avantage, et c'est même indispensable pour le CSE, c'est ce que vous disiez aussi, Xavier, c'est en termes de traçabilité, ce que fournit l'employeur au-delà du cadre légal peut constituer un usage, et donc cette traçabilité est indispensable. Je te laisse reprendre sur les immobilisations, Pierre. Avec très grand plaisir. On vous a proposé quelques slides sur les spécificités CSE, donc en tout cas au niveau du bilan, on passera après au compte de résultat. Donc, pour tous les CSE qui sont propriétaires de biens immobiliers, il y a nécessité donc d'appliquer la méthode de référence du PCG, la comptabilisation donc, par composant, et d'intégrer un tableau dans l'annexe. C'est le même principe pour les biens immobiliers qui pourraient présenter des composants. Voilà, au-delà d'être bien sûr soumis à toutes les obligations réglementaires assez classiques prévues de façon réglementaire. Les prêts accordés, alors ça j'ai changé avec Xavier à ce sujet, mais je trouve qu'il a en effet plutôt raison. Les prêts accordés aux ouvrants droit dans le cadre des ASC doivent être de préférence reclassés dans les créances bénéficiaires, c'est-à-dire en 411. Je
puisque cela constitue aussi une œuvre sociale au même titre que tout le reste. Petit point de vigilance, parce que pas mal de logiciels, alors j'en pense à plusieurs que je ne vais pas forcément citer, mais pas mal de logiciels proposent des modules de trésorerie qui permettent d'effectuer des remises bancaires, que ce soit en termes de prélèvement, en termes de virement, etc. On vous invite aussi à reclasser ces fameux comptes entre guillemets d'attente 511 vers les bénéficiaires ou vers potentiellement les fournisseurs si on parle de virement. La notion de prélèvement en attente ou de virement en attente n'ayant pas trop de sens, en tout cas de notre point de vue, comptablement, c'est plutôt des créances plutôt qu'autre chose. Pour ce qui est des fonds propres, Xavier a insisté, et à juste titre, puisque encore une fois, c'est, je pense, aussi le cœur de notre mission, sur la séparation budgétaire entre les deux budgets, donc le budget antérieurement appelé budget de fonctionnement, qui s'intitule désormais le budget des attributions économiques et professionnelles. Alors, ce changement de nom n'est pas tout à fait neutre et nous arrange sur certains aspects, puisque certains CSE argumentaient sur le fait que, par exemple, faire des envois postaux ou quoi que ce soit permettait au CSE de fonctionner. Ce n'est pas aussi simple que ça, et encore une fois, Xavier, vous l'a mentionné tout à l'heure, il y a la clé de lecture, entre guillemets, le syllogisme est le suivant: soit la dépense est fléchée de façon légale, comme la mission de présentation de l'expert comptable d'ailleurs, qui est fléchée sur le budget de fonctionnement, soit il faut s'interroger sur la finalité de la dépense et auquel cas potentiellement définir des cas de répartition. Donc fonds propres séparés en deux parties, comme je viens de vous l'évoquer, les AEP et les ASC qu'on appelait antérieurement les œuvres sociales, désormais activités sociales et culturelles. Dans le cadre des dévolutions, c'est-à-dire si le CSE perçoit, alors c'est généralement en provenance d'un autre comité dans le cadre des réorganisations d'entreprises, des fusions, etc. Mais ça peut aussi provenir d'autres bénéficiaires, on va peut-être en parler un peu par la suite. Ces dévolutions sont directement comptabilisées en fonds propres afin de ne pas, entre guillemets, polluer le résultat du CSE au cours de l'exercice. Et les organes délibérants, en l'occurrence la plénière du CSE, aura en charge de ventiler en tout cas cette dévolution. Et alors pour préciser, Pierre, effectivement, il aura en charge de ventiler et le principe, il est de dire qu'au moment du transfert ou de la dévolution, c'est le patrimoine global, l'unicité du patrimoine qui est transférée, et donc le CSE qui reçoit les fonds, il a toute liberté pour la répartition entre les AEP et les ASC. C'est le seul cas où il y a confusion, c'est que quand le CSE reçoit une dévolution ou un transfert, et ça avait été bien mentionné dans les ordonnances de 2017 et c'est repris également dans l'ANC. Donc, c'est la répartition validée par les organes délibérants. Tout à fait, entre guillemets, ça nous arrange bien, puisqu'en effet, les textes légaux précisent qu'il appartient au comité receveur, entre guillemets, de choisir l'affectation, en effet, de ce patrimoine, entre guillemets, global. En termes de compte de résultats, pour ce qui est des deux subventions, alors je caricature en parlant des deux subventions, puisqu'on parle d'une subvention d'un côté, puisqu'elle est légale pour les AEP, et d'une contribution, puisqu'elle n'est pas, je ne vais pas dire volontaire, mais en tout cas, elle est issue d'accords d'entreprise ou de conventions collectives des ASC. Le comité doit donc comptabiliser, bien sûr, en produit les montants bruts et non nets, les montants bruts au sein des deux comptes ad hoc pour la subvention AEP et pour la contribution ASC. Je réinsiste, mais vraiment les montants bruts, c'est-à-dire le calcul arithmétique de la masse salariale fois le taux applicable, et constater si, le cas échéant, des reversements sont effectués à un CSE interentreprise ou un CSE central, dans un compte 657, les montants qui sont rétrocédés. Encore une fois, il y a cette nécessité que les montants exacts arithmétiques que je nous évoquais apparaissent tout à fait dans les produits, et constater potentiellement en charge les frais qui sont imputés par l'employeur et déduits de la subvention. Alors, par exemple, l'employeur met à disposition du personnel et décide dans ce cas-là que ça va venir
en déduction de la subvention AEP pour 20 000 €, par exemple. Il faudra peut-être tout de même le faire apparaître en produit, puis venir le diminuer tout à fait d'une charge. Alors, par exemple, j'ai en tête un CSE que j'accompagne qui a un prêt auprès de cette direction. Même principe, on comptabilise la subvention totale, puis ce fameux prêt vient en diminution par la suite. Bien sûr, la masse salariale définitive de l'exercice n'est connue qu'au début de l'exercice suivant, et ainsi les reliquats de subvention qui seront versés sur l'année suivante doivent être comptabilisés soit en produit à recevoir, et c'est le cas la plupart du temps, s'il reste quelque chose à percevoir par le CSE en fonction de la masse salariale définitive calculée, soit en produit constaté d'avance si le CSE a cette fois-ci trop perçu. Pour la participation des salariés, le guide de l'environnement de l'Ordre des experts comptables sur le secteur des CSE vous recommande en tout cas de les comptabiliser dans un compte 706. Et bien sûr, bon, je n'oserais pas vous présenter le principe de non-compensation, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de compensation avec un compte potentiel de charge. Ouais, alors, c'est non seulement le guide, mais c'est même le référentiel de l'ANC. Et pourquoi on en parle? Parce que, alors, même si c'est effectivement de plus en plus rare, on avait des cas où, effectivement, on avait des présentations de comptes de CSE qui présentaient que le coût net en charge, donc la part financée par le CSE, c'est-à-dire le prix d'achat moins la participation des salariés, ce qui masque un peu ce qui masque le volume global géré, et puis ce qui masque l'importance des fois de la participation des salariés. Et puis, ça avait aussi un impact sur les seuils. On a vu tout à l'heure, les seuils étaient importants, notamment le seuil des ressources, puisque c'est le seuil des ressources qui va définir les obligations des CSE. Sur les remboursements qui peuvent être faits aux salariés ou les versements à des associations. Alors, donc là, quand on parle de remboursement aux salariés, on est dans le cadre d'activités où le CSE propose à ses bénéficiaires d'acheter une prestation à l'extérieur, prestation sport, prestation vacances, et de revenir avec les justificatifs demandés par le CSE. Et le CSE leur verse une contribution qui va être en général un pourcentage de la facture, éventuellement modulé avec des quotients familiaux. Donc, toutes ces opérations de remboursement qui sont faites aux salariés, mais également toutes les subventions qui peuvent être versées à des associations. Alors attention, là on n'est pas dans le cadre des dons que j'évoquais tout à l'heure. Le versement à des subventions, c'est la participation du CSE à des associations auxquelles ils délèguent une partie de leurs activités. On a un certain nombre de CSE qui ont pu créer des associations sportives, où il peut y avoir des associations des retraités, il peut y avoir un certain nombre de structures satellites, en général sous forme associative, qui vont gérer par délégation une partie des où le CSE leur verse tous les ans une subvention. Toutes ces opérations-là, elles sont à comptabiliser dans les comptes 657. On a des sous-comptes ensuite qui se déclinent entre les versements aux bénéficiaires, le versement aux structures extérieures. Et au niveau de la présentation du compte du résultat, elles doivent être mentionnées sur la ligne aide financière. Ça aussi, c'est important parce que très souvent, ces opérations-là, régulièrement, on peut les trouver comptabilisées dans des comptes 60 et elles se retrouvent dans ce cas-là dans les lignes achats. Et du coup, ça fausse un petit peu la vision du compte de résultat par nature, où effectivement, tout est compacté dans ce compte achat, alors que ce n'est pas véritablement des achats, c'est des remboursements qui sont faits ou des versements qui sont faits à des structures extérieures. L'annexe, donc on a vu la partie bilan, compte de résultat. Alors encore une fois, on a vu les principales, les points de vigilance et les principales spécificités. L'annexe, dans un CSE, il y a un certain nombre d'informations ou de mentions obligatoires qu'on doit retrouver dans l'annexe. Alors l'objet du CSE, ça c'est quelque chose maintenant qui est classique, notamment dans le secteur non marchand, mais on doit bien préciser, donc, dans l'objet du CSE, les deux missions du CSE, la mission économique et la mission de gestion des activités sociales et culturelles. On a ensuite
obligatoirement à mentionner dans l'annexe les clés de répartition des charges mixtes. Et je vous invite à le mentionner même s'il n'y a pas de clé de répartition. Donc, à mettre dans ce cas-là qu'il n'y a aucune clé de répartition applicable pour bien montrer que ça n'a pas été omis. Donc, et on va mentionner toutes les clés applicables. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir plusieurs clés de répartition différentes qui soient applicables, soit par nature de dépenses, soit enfin, sur décisions qui ont été prises. Troisième mention obligatoire à mettre dans l'annexe, le tableau des ressources. Le tableau des ressources, c'est un tableau donc, qui va mentionner les différentes ressources nettes, c'est-à-dire qu'on va mentionner la subvention, fonctionnement et la contribution aux activités sociales. Et sur des sous-lignes juste en dessous, on va réduire ces montants-là des reversements qui peuvent être faits au CSEC ou au CACI ou CSE interentreprise. Et puis, on va également mentionner la participation des salariés et les autres ressources, s'il y a d'autres ressources. Les seules ressources qui ne vont pas rentrer dans ce tableau des ressources, ce sont les ressources issues de la vente d'actifs immobiliers notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce tableau des ressources, il va vous permettre de faire apparaître dans l'annexe le seuil qui détermine le montant des ressources pour l'application des obligations, donc savoir est-ce que le CSE il dépasse les 153 000 € de ressources. On l'a vu qu'il va déclencher l'obligation d'avoir un expert comptable et une comptabilité, ou le seuil de 3 100 000 de ressources qui va déclencher l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, la commission des marchés, etc. Donc, tableau des ressources qu'il est important de bien renseigner pour vérifier qu'on est dans la correcte application des seuils. Tableau des transactions significatives. Ce tableau des transactions significatives, il a pour objet de montrer quels sont les flux qui ont été réalisés au cours de l'exercice avec les principaux prestataires. Parce qu'effectivement, dans les rapports d'activité, on va avoir un certain nombre d'activités. Si je prends des bons cadeaux, on peut avoir des bons cadeaux qui sont faits pour Noël, qui sont faits pour la rentrée scolaire, qui sont faits pour les mariages, qui sont faits pour les naissances, donc qui sont répartis un peu partout. L'avantage du tableau des transactions significatives, ça va permettre de mettre sur une seule ligne, si c'est le même prestataire, l'ensemble des flux réalisés avec ce prestataire. On va aussi identifier et séparer ces flux selon un seuil de signification entre les ASC et les AEP. Alors, on me pose régulièrement la question de savoir qu'est-ce qu'on entend en termes de flux. Moi, je recommande de mettre le montant des charges de l'exercice pour être cohérent avec la présentation des comptes de résultats et non pas forcément les flux financiers de trésorerie, parce que sinon on peut se retrouver avec des décalages ou des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles. Après, c'est à vous, experts comptables, de recommander un taux de signification qui va permettre d'avoir un tableau avec suffisamment de prestataires sans avoir un tableau qui fait 5 pages, parce que sinon ça perd tout l'intérêt de la notion de transaction significative. En général, on essaye d'avoir des tableaux qui ont une dizaine de lignes maximum pour avoir vraiment les plus grosses transactions et les plus grosses prestations. L'information sur les contributions en nature, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc elle est obligatoire, même si ça a été comptabilisé. On doit mettre l'information sur les contributions en nature. Plus vous allez pouvoir récolter l'information sur ces contributions et plus vous pourrez les mettre dans l'annexe, plus ça va sécuriser le futur du CSE, comme l'évoquait Pierre, ça permet d'avoir une trace. Moi, j'essaye, quand il y a des locaux mis à disposition, de mettre la surface des locaux. Quand on a du matériel mis à disposition, de détailler au moins en nombre, s'il y a 3, 4, 5 ordinateurs, ou alors des postes de travail complets. Donc, ça veut dire qu'il y a le bureau, le mobilier, le poste de travail, et puis tous les fluides qui s'y rattachent. Également, s'il y a des accès, on évoquait tout à l'heure la partie affranchissement, il y a des CSE qui bénéficient gratuitement de l'affranchissement de la société. Ça peut paraître anodin, mais ça peut être des fois des montants significatifs. Et enfin, les sommes transférées entre les deux budgets ou vers les associations. Alors, cette information-là, elle va être mise dans l'annexe pour l'année N-1. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que ce transfert, il est voté au moment de l'approbation des comptes. Donc, par exemple, pour les comptes 2025, vous allez établir les comptes 2025 avec les résultats 2025. Et le transfert des résultats entre les deux budgets, s'il y en a,
il n'apparaîtra que sur les comptes 2026, donc c'est dans l'annexe 2026, il y a forcément un décalage d'un an au moment où ça va être mentionné. Les déclarations fiscales obligatoires, ne pas oublier que les CSE sont soumis à obligatoirement 2 déclarations, quelles que soient leurs activités. C'est la déclaration des honoraires à la base 2. Dès qu'il y a plus de 2400 € d'honoraires versés, bon, en général, quand on intervient dans les CSE, il y a au moins nos honoraires, et sauf si vraiment on a des missions qui sont très légères, on va vite dépasser ça. Et souvent, ils ont de l'assistance juridique, des avocats et quelques opérations. C'est obligatoire de déposer une DAS 2. Même si, effectivement, on sait très bien que les sanctions sont plus théoriques qu'autre chose, c'est quand même obligatoire. Et ne pas oublier la déclaration 2070 d'impôt sur les sociétés, puisque les CSE n'étant pas soumis globalement à l'impôt sur les sociétés sur leurs résultats, ils y sont soumis sur les produits, les revenus de capitaux mobiliers. Donc, tous les produits financiers, sauf les produits de livret A, sont imposables à 10, 15 ou 24% suivant leur nature, suivant le délai. Donc, il faut bien faire cette déclaration. Et il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore un certain nombre d'années, il y avait un montant minimum. Ce montant minimum a été supprimé. C'est-à-dire que la déclaration d'impôt, elle est à faire dès le premier euro à payer en impôt. Et enfin, pour les CSE qui gèrent une activité de restauration, il y a déclaration de TVA obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Et attention aussi, si vous avez des CSE qui ont pris un prestataire pour gérer la restauration. Et que ce prestataire, il facture donc au CSE sa prestation. Vous constaterez que sur ces factures de prestataire, il y a à la fois la prestation de restauration, avec donc la partie nourriture et prestations et personnel, mais il y a également en produits, et vous allez voir que si vous regardez bien, la facture, elle est généralement en net, il y a généralement en produits, les montants collectés pour le compte du CSE, des participations des salariés quand ils viennent recharger leur badge de restauration. Et la facture, elle a un montant de TVA collecté, un montant de TVA déductible. Le CSE a l'obligation de déposer une déclaration de TVA. Et je vais même aller plus loin. Le CSE a intérêt à déposer une déclaration de TVA puisque fiscalement, il va être structurellement en crédit de TVA et que c'est une subvention de l'État, en fait, à la restauration d'entreprise, le système de la TVA sur les restaurants. Et donc, il va pouvoir dégager des crédits de TVA et se faire rembourser par l'État. Donc, un CSE a absolument intérêt à l'obligation déjà, et a intérêt à le faire parce que sinon, il perd des ressources. Tu reprends la main sur les... Avec plaisir, vous n'êtes pas, bien sûr, sans savoir qu'il y a un petit chamboulement, entre guillemets, si j'ose dire, avec l'entrée en vigueur du règlement ANC 2022-06 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Il y a un autre règlement aussi qui va nous impacter, qu'on mentionnera un peu plus tard, qui est le 2023-03, qui vient retranscrire, entre guillemets, les évolutions du 2022-06, mais pour notre secteur spécifique. Donc, vous le savez, vous avez dû l'entendre de nombreuses fois, mais je me permets une petite redite. Principaux impacts de ce règlement. Redéfinition du résultat exceptionnel qui, désormais, en tout cas l'espère le normalisateur, portera bien son nom et sera véritablement exceptionnel. La suppression de la méthode des transferts de charges qui rendait, ce n'est pas vraiment le cas pour les CSE, mais c'était le cas pour certaines entreprises commerciales, qui rendait parfois les comptes un peu illisibles, puisque c'était un peu un compte fourre-tout, si j'ose dire. Donc cette méthode désormais supprimée. Et enfin, quelques évolutions sur les modèles de bilan, compte de résultats annexes. On peut citer par exemple que les charges constatées d'avance se retrouvent désormais dans le poste des créances. Une simplification au niveau des comptes de résultats de la partie exceptionnelle, puisqu'encore une fois, ce fameux résultat exceptionnel est redéfini de façon plus restreinte, si j'ose dire, etc. Donc, c'est ce que je viens de vous évoquer. Le résultat exceptionnel retrouve, en tout cas c'est le but, son caractère réellement exceptionnel
et ne comportera désormais que des produits et des charges qui sont liés à des événements majeurs et inhabituels. Alors, par exemple, tout ce qui est cession d'immobilisation, etc., a été sorti de ce fameux résultat exceptionnel pour se retrouver respectivement soit en exploitation, soit en financier. Pour les CSE spécifiquement, le résultat exceptionnel était parfois utilisé pour comptabiliser des subventions exceptionnelles, des litiges auprès de tiers ou des charges inhabituelles. Ça sera désormais plus possible, à part, encore une fois, exceptionnellement, si vraiment on retrouve ce caractère majeur et inhabituel. Impact forcément sur les comptes 2025, impact important, puisque dans la plupart des CSE que vous accompagnerez, il est probable que le résultat exceptionnel sera quasiment absent ou au minimum minoré. Mais par contre, il y aura bien sûr un impact logique des vases communicants sur le résultat d'exploitation ou sur le résultat financier, puisque désormais s'y trouveront les quotes-parts de subvention d'investissement qui désormais passent d'un compte 777 qui portait chance, si j'ose dire, à un compte 747 désormais. Les cessions d'immobilisation qui passent du compte 775 au compte, en tout cas pour l'exploitation, 757, et par tout élément qui ne sera pas jugé par votre jugement professionnel suffisamment majeur et inhabituel et qu'on sera obligé de comptabiliser dans ce cas-là en exploitation et pas côté exceptionnel. Alors, juste une petite aparté sur la notion d'exceptionnel, effectivement, parce que dans les CSE, on présente deux documents. Il y a les comptes annuels, et là, on parle bien, effectivement, du résultat exceptionnel des comptes annuels. Et puis, il y a le rapport d'activité. Dans le rapport d'activité, ils pourront toujours évoquer une notion d'opération exceptionnelle et mentionner dans leur rapport d'activité qu'est-ce qui a été exceptionnel ou non récurrent dans l'activité de l'exercice. Mais voilà, on n'aura pas forcément la même chose des deux côtés, ce qui n'est pas gênant en soi, parce que le rapport d'activité est là justement pour ramener une information complémentaire sur l'activité et la gestion qui s'est faite. Mais donc, cette notion de résultat exceptionnel, c'est sur la partie compte annuel, bien évidemment. Tout à fait. C'est ce que je vous évoquais à l'instant, les composantes du résultat exceptionnel qui, à l'origine, présentaient une dichotomie entre les opérations de gestion, capital, etc., désormais ne présentent plus qu'une seule ligne pour les produits et pour les charges, puisqu'encore une fois, les opérations de gestion et de capital se retrouvent théoriquement dans les deux autres résultats que je vous ai mentionnés. Une évolution du plan comptable avec une évolution d'ailleurs spécifique qu'il est important de connaître. Alors, je ne sais plus si on l'a indiqué là ou un peu plus tard à l'aide du règlement ANC 2023-03. Donc des évolutions du plan comptable, beaucoup d'éléments exceptionnels qui se retrouvent encore une fois désormais en exploitation. Apport, affectation numéraire, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, que je viens de vous évoquer, les immobilisations qui sont reçues par legs ou par donation, les produits de cession des éléments d'actifs, les immobilisations reçues par legs ou donation, destinées à être cédées, ça arrive aussi, on en voit parfois, ou enfin, les quotes-parts des subventions d'investissement qui sont virées au compte de résultat, tout ceci par de l'exceptionnel peut se retrouver désormais soit en exploitation, soit en financier, le cas échéant. Alors, ouais, attention, j'en profite, petite particularité dans le secteur non marchand par rapport au secteur marchand. Le 2022-06 donc, a supprimé la deuxième ligne, le compte 675, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, en créant un 657. Vous voyez qu'ici, on indique le 652, ça n'est pas une erreur, puisque dans le secteur non marchand, le 657 était déjà utilisé. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure sur les reversements qui sont faits, notamment aux bénéficiaires, aux associations. Donc, dans le secteur non marchand, c'est bien le 652 qu'on va utiliser pour les valeurs comptables des la cession des éléments d'actifs. Et pas le 657. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au secteur non marchand, c'est une particularité. Merci beaucoup de l'avoir précisé, puisqu'en effet, c'était le point important de cette slide par rapport au secteur marchand, tout à fait. Je vous évoquais, oui, ça va être un peu une redite, la méthode du transfert de charge. Le législateur jugeait que c'était un peu, et à raison pour le secteur en tout cas marchand, un fourre-tout.
désormais, cette méthode est supprimée et désormais, il y aura différentes méthodes qui vont se présenter sur un tableau qui va suivre, que ce soit la plupart du temps donc une compensation par le compte de charge, mais pas uniquement. Alors, les différents cas vous sont indiqués ici. Des charges qui n'étaient pas inscrites dans le bon compte, désormais, on va créditer tout simplement le compte de charge. Ça ne va pas à l'encontre du principe de non-compensation, puisqu'encore une fois, la charge n'était pas dans le bon compte à l'origine. Des refacturations, à l'origine, c'était soit en 708, soit en 791. Le 791 n'existant désormais plus, paix à son âme. Désormais, ça sera dans des comptes 708, c'est ce qui vous est indiqué ici. Les remboursements qui sont reçus en compensation de charges de personnel, à l'origine, encore une fois, ça pouvait être en transfert de charges. Désormais, ça sera dans un compte 649. Encore une fois, ça ne contrevient pas au principe de non-compensation puisque ce sera bien identifié dans ce fameux compte 649. Enfin, les indemnités d'assurance qui sont perçues dans le cadre de sinistres se trouvent désormais dans un compte ad hoc qui vous est proposé ici, qui est le 75-87. Pour le remboursement de l'assurance responsabilité civile, qui est obligatoire, je le précise, et qui est une ressource ASC, d'ailleurs, c'est d'autant plus bon à savoir pour les CSE. Il devra faire l'objet d'un traitement particulier puisqu'il est nécessaire que vous l'identifiez pour le faire apparaître dans le tableau des ressources. Alors, j'ai entendu deux méthodes et je ne sais pas laquelle, d'ailleurs, je serais curieux de laquelle tu retiens, Xavier, que ça soit au crédit d'un compte de charge ou que ça soit dans un compte de refacturation ad hoc créé pour que ça remonte exprès dans le tableau des ressources. Alors, moi, je préconise de ne pas le mettre au crédit du compte de charge parce que sinon, effectivement, dans le compte de résultat, on peut avoir une compensation. Et ça permet d'identifier de manière plus spécifique. Donc, en général, moi, je le fais mettre dans un compte 708 ou un compte de produit. Oui, je fais pareil aussi. Je suis ravi de vous l'entendre dire parce que parfois j'entends l'inverse, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors j'ai créé moi de mon côté un 708 exprès, un 708 616 exprès justement pour l'identifier parce que sinon on pourrait très bien dire que le CSE n'est pas assuré dans ce cas-là si on ne voit pas de flux d'assurance transité. Alors attention sur ce point-là, je rappelle à nos confrères, c'est uniquement le remboursement de la responsabilité civile. D'ailleurs, j'en profite également pour vous inviter à dire à vos CSE qu'il leur faut une responsabilité civile. On a très souvent des employeurs qui disent au CSE « mais non, vous êtes assuré par notre entreprise ». Ce n'est pas le cas. Les élus, dans le cadre de leur mandat, puisqu'effectivement ils sont salariés de l'entreprise, sont assurés, mais l'entité juridique CSE doit avoir sa propre responsabilité civile et la plupart du temps, ce n'est pas couvert par l'employeur. Donc, si un jour ils ont une mise en cause ou un problème civil, il faut qu'ils puissent avoir une assurance. C'est un point. Tant qu'on n'en a pas besoin, on ne s'en préoccupe pas et le jour où on en a besoin, c'est trop tard. Dans les autres modifications, Pierre vous en a parlé, le bilan, on a les charges constatées d'avance qui remontent dans le poste créance. Et puis un point aussi qui est, qui est très dérogatoire à ce fameux principe de non-compensation que Pierre a évoqué plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, on doit compenser en trésorerie les valeurs nettes, alors de nature homogène, mais qui ont des soldes opposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez deux ou trois comptes bancaires et qu'il y en a un qui est à découvert comptablement, antérieurement, on le mettait dans les dettes financières au passif, là, on va le mettre en moins de l'actif. Bon, ce qui peut être cohérent parce que souvent, en plus, les banques, elles pratiquent une vision globale de la trésorerie. Elles ne vont pas forcément mettre des agios ou des intérêts sur des comptes qui sont à découvert alors que d'autres sont positifs. Donc, ça revient à présenter de manière globale à l'actif la trésorerie, même s'il y a quelques comptes qui sont encore une fois à découvert. Et puis, l'annexe qui est modifiée dans sa présentation. Mais on a vu tout à l'heure les informations obligatoires à fournir.
Il y a quelques éléments à compléter, mais l'annexe sur le secteur non marchand avait déjà été largement complétée, donc c'est moins impactant pour l'annexe des CSE. On peut juste noter que pour ce qui doit être changé, il faudra le mentionner, évidemment, hein, et mentionner le changement de méthode. Pour la trésorerie, moi, ce que je recommande dans l'annexe, c'est quand même de mettre un tableau détaillé avec justement les comptes positifs et les comptes négatifs pour expliquer la valeur nette. Et puis, on a parlé tout à l'heure des immobilisations par composant. Dans ce cas-là, hein, quand il y a des immobilisations par composant, il faut mettre un tableau spécifique dans l'annexe sur ce point-là. La première application, c'est obligatoirement applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui ont anticipé. Si ce n'est pas le cas, ça va être la clôture au 31 décembre 2025. Il va falloir expliquer dans l'annexe les modifications, appliquer la présentation pour 2025. Et par contre, pour 2024, on va présenter 2024 comme 2025, mais sans retraiter les opérations. Je m'explique. Sur le résultat exceptionnel, on a vu qu'à partir de 2025, quasiment dans la plupart des cas, on n'aura plus de résultat exceptionnel. En 2024, vous pouviez avoir dans les comptes du résultat exceptionnel et le compte de résultat, vous le présentez avec les différentes rubriques entre opérations de gestion et opérations en capital. On va laisser les charges et produits exceptionnels en 2024, mais il y aura plus de détails. Il y aura juste une ligne charge, une ligne produit exceptionnel, et c'est tout. Les transferts de charges, eux, quant à eux, ils sont reclassés sur la ligne pour 2024. Ceux qui étaient en 2024, ils sont reclassés sur la ligne reprise sur dépréciation, provision et amortissement. Du coup, il ne va pas être nécessaire de remettre un tableau en annexe des comptes sur l'ancienne présentation 2024 parce qu'on va juste regrouper des lignes, mais on ne change pas les chiffres qui ont été présentés en 2024. Attention. Donc, dans l'annexe, on évoque le changement de méthode, changement de réglementation, les reclassements s'il y en a, et puis l'impact sur les différents postes. Je continue sur les actualités. Alors, on n'est plus dans l'actualité puisque ça date d'avril 2024, mais il y a eu quelques rebondissements de fin d'année. Depuis 2024, la Cour de cassation a jugé que le critère d'ancienneté pour exclure des salariés était illégal, donc ce qu'on appelait le délai de carence. Donc, c'est terminé. Un salarié qui rentre dans l'entreprise a le droit, dès le premier jour de son intégration aux activités sociales et culturelles. Je vous passe les difficultés que ça peut engendrer pour les CSE quand ils ont l'information 2 mois après. Mais voilà, c'est l'obligation. L'URSSAF, compte tenu qu'ils avaient accepté ce délai de carence, ils avaient mis jusqu'au 31 décembre 2025 en disant on ne redressera pas si vous n'êtes pas encore mis d'équerre. Alors attention, ça c'est que la position URSSAF. Cette tolérance, elle a été poussée par l'URSSAF là, le 23 décembre, je crois, jusqu'au 31 décembre 2026. Bon, c'était un peu tard parce que je pense que la plupart des CSE s'étaient mis d'équerre depuis longtemps. Il semble que quelques-uns ne s'étaient pas mis d'équerre et que l'URSSAF a repoussé sous pression de certaines organisations syndicales. Bon. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette tolérance de l'URSSAF, elle n'exonère pas le CSE depuis le 4 avril 2024, donc le lendemain de la décision de la Cour d'appel, d'accepter tous les salariés. C'est-à-dire que c'est une non-assujettissement de l'URSSAF, mais la suppression du délai de carence est bien applicable depuis le 4 avril 2024. Donc, un salarié qui serait exclu et qui demanderait à bénéficier des activités est dans son plein droit, même si l'URSSAF a poussé ce délai de carence. Voilà. Dans les actualités, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, mais on a eu une nouvelle fois une tentative de mettre la taxe de 8% sur les avantages des CSE. Je dis une nouvelle fois parce que, pour vous faire un rapide historique, ça fait presque 10 ans qu'on voit régulièrement des tentatives
pour faire ce genre d'opération, alors que ce soit ce forfait social de 8% applicable sur l'intégralité des activités sociales, ou la tentative qui avait eu lieu en 2018-2019, juste avant le Covid, de mettre un plafond de 340 € et qui était doublé par ménage, au-delà duquel toutes les activités seraient soumises à cotisation pour les plus néophytes. Donc ça s'était terminé par un retrait du projet de loi, mais une demande des ministres d'un rapport des finances et de la sécurité sociale sur ce qu'étaient les CSE. Sauf que ce rapport, il a été rendu au ministre concerné en novembre 2019, que juste après, fin 2019, il y a eu une série de grèves qui ont fait que le rapport est resté sur le bureau du ministre, et que juste après, il y a eu le Covid. Donc du coup, aujourd'hui, ce rapport, il n'a jamais été publié, mais c'est quelque chose pour lequel on n'est pas à l'abri que ça revienne, d'autant qu'on voit qu'aujourd'hui, les CSE se tournent de plus en plus vers des activités de redistribution, voire de mise en place de cartes bancaires qui font l'objet d'attaques en disant aujourd'hui, on n'est plus dans des activités sociales, on est dans la distribution d'argent. Voilà, donc on se bat à chaque fois pour essayer d'exonérer les activités sociales et culturelles, mais soyez attentifs à tous ces sujets-là, parce qu'effectivement, c'est fort probable que ça va revenir, si ce n'est pas l'année prochaine, dans 2 ans. Bon, le 2023-03, effectivement, j'ai un peu anticipé tout à l'heure, Pierre, quand tu as présenté, effectivement. C'est le 652 qu'on applique, et pas le 657. Et puis, les nouveaux postes à l'actif, alors, instruments financiers et jetons détenus sur les CSE, même si c'est des postes à ajouter, c'est pas forcément très mouvementé. Ah, si, petite nouveauté quand même de la réforme de 2022, c'est que si on le souhaite et qu'il y a des lignes qui sont à 0 dans le compte de résultat, on n'est pas forcé de les afficher. Alors, notamment des lignes dans le compte de résultat ou dans le bilan qui ne seraient vraiment pas utilisées. Voilà, on pourrait les masquer. Voilà pour cette présentation. On a fait vite, on a pris 1 heure. Donc il nous reste un certain temps de questions s'il y en a. Élodie, je te laisse... j'ai pas grand-chose. Des bonjours pour l'instant. Je pense que vous avez été particulièrement clair et efficace. Si certains en ont, c'est le moment de vous manifester. Et complet. Voilà, et complet. Merci. Merci. Bon, il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, non, mais si on peut... Les 8% seraient reversés par le CSE ou par l'entreprise. Alors, ça serait, à mon sens, tu me corriges, Xavier, si je dis une bêtise, mais ça aurait été par l'entreprise, mais par contre, ça aurait tout à fait pu venir en déduction de la subvention du CSE. Sur les salaires, alors, il est tout à fait assujetti. Je suis revenu. Je ne sais pas si vous avez répondu du coup, parce que j'ai eu une petite coupure sur le 8%. Alors, j'ai répondu au 8%, j'ai dit que c'était par l'entreprise, mais que par contre, ça pouvait tout à fait venir en déduction de la subvention du CSE. Oui, c'est même fort probable. Oui. La taxe sur les salaires, que tout à fait le CSE y était assujetti, il n'y a pas d'abattement comme... Alors d'ailleurs, on peut préciser... Alors non, Pierre, il faut que tu te mettes à jour là, maintenant sur la taxe d'apprentissage est supprimée depuis le 19 février 2026. Oui. L'exonération de taxe, c'est pas un abattement d'ailleurs, c'est une exonération. L'exonération de taxe d'apprentissage qui était applicable au secteur non marchand, et alors pas à tout le secteur non marchand, parce qu'il est applicable aux associations, fondations et organisations syndicales. Et c'est vrai qu'on l'appliquait par extension au CSE, a été supprimée. Donc, la taxe d'apprentissage est maintenant applicable aussi au CSE, donc c'est 0,68% des salaires versés sur l'année. Et la taxe sur salaire, oui, elle est applicable pour les CSE qui ont les salariés, sauf si ces salariés relèvent du secteur de la restauration qui est soumis à TVA. Dans ce cas-là, il n'y a pas de taxe sur salaire puisqu'il y a TVA. Tout à fait. Bien fait de me connecter. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que les petits CSE
C'est-à-dire ceux qui ont moins de 153 000 € de subvention doivent avoir leur propre numéro de SIRET. Alors, le numéro de SIRET, je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation légale dans les textes à ce qu'un CSE ait un numéro SIRET. Sauf que, je vous ai évoqué, et c'est mentionné dans la question, déclaration fiscale obligatoire. Donc, déclaration fiscale obligatoire, aujourd'hui, les impôts obligent à passer par le site des impôts. Pour se connecter au site des impôts, il faut un numéro de SIRET. Donc, la réponse, elle est oui. À partir du moment où vous allez être obligé de déposer une déclaration d'impôt d'AS2 ou 2070, vous allez avoir l'obligation à ce que votre CSE ait un numéro SIRET. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions sur ce point-là. Vous y avez répondu. Les revenus provenant de placements d'excédents en compte à terme sont-ils imposés et doivent-ils être déclarés sur la 2070 ? Oui. Ouais. Les seuls revenus qui ne sont pas imposables, je le disais, livret c'est A. livret A ou équivalent, ou alors les plus-values sur SICAV. Aujourd'hui, on n'en a plus quasiment de SICAV. Par contre, attention, parce que les comptes à terme, ça va dépendre de la libération des intérêts. Le taux peut être variable selon que les intérêts sont versés annuellement ou pour les comptes à terme depuis plus de 12 mois sont versés à terme. Mais oui, c'est imposable. Excusez-moi. Et il y avait une question là sur l'abattement de la taxe sur salaire. Non, il n'est pas applicable au CSE, puisque les CSE ont été oubliés dans la liste des structures qui bénéficient de l'abattement. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de l'abattement. Est-ce qu'il y a un modèle de compte à présenter avec le nouveau règlement ANC ? Oui, ça tout à fait. Dans le règlement, vous l'avez tout à fait. Vous l'avez dans le règlement et vous l'aurez aussi dans le... Alors, pour ceux qui reçoivent la RFC, on a fait des articles détaillés et tout un dossier dans la RFC de novembre, avec un article entier sur l'application justement de la modernisation des états financiers, qui incluait un modèle de bilan et de compte de résultats. Et ce sera également dans nos mises à jour, dans nos guides. Mais voilà, dans la RFC, vous avez cette information. Effectivement, tu fais bien d'insister dessus, Xavier. Le RFC de novembre, on avait fait il y avait vraiment un gros chapitre sur les CSE. Donc, je vous invite à vous le procurer si ça n'est pas fait. J'ai deux excellentes questions de David auxquelles je vais répondre. La participation des salariés est-elle comprise dans les ressources pour les 153 000 €? Non, justement. Elle est prise en compte pour les 3 100 000 €, mais elle n'est pas prise en compte pour le passage de petit à moyen CSE. Et le don peut-il être fait avec l'excédent AEP, le don à l'association, je suppose? Eh bien, hélas, non, c'est uniquement via les ASC. Pour la facture électronique, j'imagine que grand sujet aussi. Les CSE n'étant pas assujettis, ceux en tout cas qui ne sont pas assujettis à TVA, n'ont aucune obligation en la matière, et ceux qui gèrent de la restauration collective et qui sont assujettis à TVA, eux, si, bien sûr. Alors ça, si je peux juste vous faire un petit... pareil, ça, en tant qu'expert, n'oubliez pas, vous avez pas mal de choses, notamment, il y a eu début janvier, ça vous le retrouvez sur FusExpert, ça prend 3 quarts d'heure et c'est très intéressant, un webinaire avec Dominique Perrier de l'Ordre et Shaki Bafiani qui s'occupe du secteur non marchand aussi à l'Ordre, sur justement l'application de la facture électronique aux associations et plus généralement au secteur non marchand. Comme vous le disiez, Pierre, la facture électronique, elle va s'appliquer que aux structures qui sont soumises à une fiscalisation, donc à de la TVA. Donc ça, vous pouvez aller voir déjà dans l'annuaire avec le numéro SIRET de vos CSE, s'ils sont bien identifiés comme étant obligatoirement soumis à la facture électronique. Moi, ce que je recommande à tous les CSE, c'est dans tous les cas de prendre une plateforme parce que ça va leur permettre de centraliser l'arrivée des factures. Aujourd'hui, les prestataires CSE, prestataires informatiques, ne se sont pas trop préoccupés de cette histoire de plateforme parce qu'ils estiment que les CSE n'étant pas soumis, à mon avis à tort, mais ils estiment que les CSE n'étant pas soumis, ils ne s'y intéressent pas trop. Donc le plus simple, c'est peut-être d'aller sur la plateforme recommandée par l'ordre, comme Je Facture, et qui est à un coût raisonnable de 200 €. Après, si les CSE veulent en profiter
pour y inclure des options complémentaires comme des workflows de validation, des opérations, des options d'archivage ou autres. Ça peut être aussi pour les CSE la possibilité de mettre en place des procédures, etc. Mais effectivement, même si ce n'est pas obligatoire, moi je trouverais ça dommage de passer à côté parce que derrière, je pense que même s'ils ne sont pas mis, les prestataires vont quand même, enfin du coup, nous on va les pousser à ce qu'il y ait un lien entre les plateformes, ou au moins la plateforme Je Facture, et les logiciels pour qu'on puisse intégrer de manière relativement automatique les opérations d'achat. Merci Xavier. Alors, on a une autre question. Pierre Cassin qui voilà, recommande. Ouais. Texte d'apprentissage. Pierre, oui, les CSE sont soumis en 2026, je te confirme. Je remonte dans le fil. Question sur le don qui pourrait être, enfin, le don peut-il être fait avec l'excédent d'AEP? J'y ai répondu et non, tout à fait. C'est forcément via les ASC, ouais, le don à une association. J'ai l'impression qu'on a répondu à tout. Alors oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, désolé, je pense que j'ai eu un petit souci de connexion. Oui, je parlais des produits sur les participations. La notion de produit sur les participations, c'est les participations des salariés en général. Oui. Donc, ce que versent les salariés pour acquérir des activités. Pour vous répondre, Lamia aussi, tout à fait, hein, les 6 mois pour la présentation des comptes, c'est une obligation légale, encore une fois, qui peut être modulée par le règlement intérieur à la baisse, mais sinon, oui. Alors, j'ai une très très bonne question de Youssef. Je vais laisser l'expérience parler, je vais laisser Xavier répondre. Alors, ouais, c'est vrai que généralement, l'ARC est payé sur les AEP, mais effectivement, si on va regarder le Code du travail, dans les ressources ASC, il y a le remboursement de l'assurance responsabilité civile. Alors, je vais être franc, faut quand même avoir une certaine cohérence à un moment donné. Si on se fait rembourser une charge, il faut que le produit et la charge soient sur le même budget. Donc, soit vous faites le choix de mettre les deux sur les AEP, soit vous faites le choix de mettre les deux sur les ASC. Mais à mon sens, ça me semblerait pas très cohérent et défendable de dire on va mettre la charge sur les AEP et on a le remboursement sur les ASC. Voilà la réponse que je fais. Après, je vous laisse le choix de le mettre sur le budget que vous voulez. Ouais, moi, je pars du principe que c'est le seul tour de passe-passe autorisé, tu vois. Je fais pareil. Oui, bon, après, c'est comme vous voulez. Moi, je fais bon, pareil. Après, on est sur des montants qui sont tellement faibles. Hein, on est à peu près, on est à peu près sur 300 € par an. Hein, donc, oui, voilà, c'est ça. Je fais la même chose, mais par cohérence intellectuelle, entre guillemets, j'ai le même raisonnement que Xavier, mais j'autorise ce tour de magie aussi. Ok, là, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Lucas, vous avez répondu. On est bon, je pense. Je pense aussi. Ok. Bon. Et ben, si plus d'autres questions, encore une fois, c'est que vous avez été parfait. Donc, merci Xavier, merci Pierre. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Gérard, tu veux parler de la responsabilité civile? RC employeur. Je ne sais pas. Bon. Peut-être que tu voulais dire que l'employeur peut la prendre en charge directement, mais encore une fois, ça arrive. Il faut que ce soit sur un contrat très spécifique, comme le disait Xavier.
Il y a une question sur le support de la présentation. Je ne sais plus si c'est téléchargeable ou envoyé. Alors ça, c'est Adeline. Je crois qu'il est envoyé par Adeline. Le support sera envoyé ultérieurement ainsi que les attestations. Voilà, merci Adeline. Mais de rien. Tout à fait, Gérard. Je vous laisse quitter, Bon, monsieur. Très bien. Du coup, je pense que si on a fini, on peut On peut libérer tout le vous monde. dire au revoir. Là. Voilà. En cette période Merci beaucoup. très calme, n'est-ce pas? Merci à tous, très bonne journée. Le soleil revient en plus en ce moment, donc voilà. Et voilà, et rendez-vous le trimestre prochain. Merci à tous. Merci Elodie, Pierre. Et Bonjour à René. bientôt. Au revoir.